Et Christelle, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, vous nous entendez bien, tout va bien. OK, très bien. Donc, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, représentants de l'ES et autres Français de l'étranger intéressés par ces questions, De quoi c'est à moi que tu parles, pardon? la députée m'a demandé Ah, pardon. d'intervenir sur les aides sociales directes et les OLES dans le cadre de la fibre et des assises de la protection sociale. Donc, je vais commencer par faire un petit point sur les aides, puis sur les réformes que nous souhaitons, et je terminerai par un mot sur les OLES. Super. La solidarité nationale envers nos Français de l'étranger les plus modestes se manifeste principalement par les aides sociales directes et par les subventions aux OLES. C'est pour moi, dans mes fonctions, ce sont vraiment les deux lignes budgétaires auxquelles je suis le plus attentive parce que je pense que c'est vraiment là qu'on peut vraiment aider directement nos compatriotes. Alors, les aides directes, souvent, elles portent le même nom que celles qui sont versées en France. Et je dirais malheureusement, car les dispositifs sont très, très différents. En France, les aides sociales sont un droit avec une logique de guichet, alors qu'à l'étranger, il s'agit de mesures gracieuses avec une logique d'enveloppe, ce qui change quand même considérablement les choses. Pour vous donner la liste des aides que l'on sert, il y a les aides AS qui s'adressent aux personnes âgées de plus de 65 ans. Pour les adultes de plus de 20 ans avec un taux de handicap à plus de 80%, nous avons l'AH, l'allocation adulte handicapé. Même chose pour les personnes de moins de 20 ans handicapées à plus de 50%, donc c'est allocation enfant handicapé. Nous avons un dispositif pour les enfants en situation de détresse qui s'appelle SMSE, Secours mensuel spécifique enfant. Et tous ces dispositifs peuvent être complétés par une aide à durée déterminée, ADD, qui sert à soutenir pour 6 mois maximum des compatriotes qui seraient confrontés à une période difficile, soit de chômage, soit de maladie, par exemple. Et pour les autres, nous avons aussi des aides ponctuelles pour les Français résidents et les Français de passage. Alors, les dossiers sont instruits par les services consulaires. Ces dossiers passent ensuite en conseil consulaire en format CCPAS, c'est-à-dire Conseil consulaire pour la protection et l'action sociale, pour un avis, puis transmis à la DFAE, qui prépare la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger, qui regroupe des élus, l'administration et des représentants des 3 associations reconnues d'utilité publique. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas l'administration seule qui décide des aides à octroyer. C'est un travail collégial, même si, bien évidemment, comme je le disais, c'est une mesure gracieuse et que, in fine, c'est nous qui contrôlons le budget. Les CCPAS donnent un avis sur les situations personnelles des Français de l'étranger, sauf pour les aides ponctuelles. Ces aides ponctuelles sont décidées au fil de l'eau par le chef de poste, parce que souvent il s'agit de situations un peu urgentes, mais un compte-rendu est fait sur l'utilisation de cette ligne à l'occasion du CCPAS suivant. Un mot sur le taux de base, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Après 3 années de hausses successives qui ont permis le relèvement de 176 taux de base entre 2021 et 2023, ainsi que la mise en place du dispositif SOS Covid, qui est derrière nous, fort heureusement. Ce dispositif a permis de verser 110 105 aides pour un montant total de 7,4 millions l'année dernière.
Le budget des aides sociales s'établit à 15,2 millions en LFI 2025, soit 1 million de moins par rapport à 2024. Ça a été une très mauvaise nouvelle, hein, y compris pour nous, bien évidemment. Et nous avons présenté 3 scénarios différents à la commission permanente qui a décidé, après discussion, une baisse générale de 5,5% de tous les taux de base pour 2025. Un mot sur le dispositif de prestation d'assistance consulaire qui concerne les seuls États membres de l'UE hors nouveaux États membres et Andorre et de l'AELE, qui est en voie d'extinction positive. Ce dispositif prendra fin définitivement en 2027. Alors, on suit attentivement nos postes à Athènes et Madrid notamment, qui utilisent encore beaucoup cette PAC. Mais son extinction a été décidée lors de la réunion de la commission permanente en 2024. Je rappelle que les allocations ont officiellement été supprimées en 2010 en application du principe de non-discrimination dans l'Union européenne. Mais nous avons souhaité continuer à accompagner nos compatriotes le temps qu'ils puissent se tourner vers les autorités locales et pouvoir bénéficier des aides locales. Donc là, ça fait 17 ans, ça fera 17 ans en 2027, au moment où le dispositif va s'éteindre complètement. Sur les réformes, des réformes avaient été annoncées, mais nous avons souhaité attendre les conclusions des assises pour avoir des remontées de terrain et des élus, pour en tenir compte bien évidemment et voir comment nous pouvons ensemble essayer d'améliorer les dispositifs qui sont bien sûr perfectibles, mais tout en restant bien évidemment dans une logique d'enveloppe qui ne va pas augmenter a priori dans les prochaines années. Dans ce cadre-là, moi, mon objectif, c'est vraiment de réussir à mieux cibler les bénéficiaires qui en ont vraiment besoin et réussir à revaloriser certaines allocations qui n'ont pas évolué depuis longtemps. Donc, plusieurs choses. Après un échange avec les postes il y a quelques mois et une étude sur les allocations proposées pour 2025, il nous est apparu, et nous avons eu d'ailleurs une discussion approfondie en commission permanente en mars dernier avec les élus, il est apparu que sur les 814 demandes de AEH, 204 familles déclarent avoir des ressources supérieures ou égales à 5 000 € par mois. Ce sont 25% des familles. Ça représente pas loin de 500 000 €. Nous avons également parmi nos bénéficiaires des familles dont les revenus mensuels sont supérieurs à 10 000 €. Donc, à partir du moment où on a une enveloppe qui est plutôt en phase de contraction, moi, personnellement, j'estime qu'il faut vraiment qu'on arrive à mieux cibler nos bénéficiaires. Donc, on avait annoncé au poste qu'on faisait une étude sur ce sujet. On en a discuté en commission permanente. Mais ensuite, bon, avec les assises, on a décidé de mettre en pause et d'attendre un retour. Avec les crédits qu'on pourrait dégager grâce à cette réforme, on pourrait d'une part augmenter les taux AEH, aide continue et discontinue, dont les montants n'ont pas évolué depuis 2014. Avec les quelques crédits qu'on pourrait récupérer, on pourrait enfin augmenter ces taux. Et d'autre part, on aimerait également augmenter l'âge limite pour percevoir le SMSE pour les élèves des lycées français qui ont redoublé, par exemple, et qui n'ont pas encore obtenu le bac au moment où le SMSE s'éteint. On veut vraiment réussir à les accompagner jusqu'au bac, étant entendu qu'ensuite, ils sont sur la liste qui est envoyée au CNUS
des élèves qui doivent absolument percevoir une bourse de l'enseignement supérieur si d'aventure elles souhaitent se rendre en France pour poursuivre des études supérieures. Donc, on a des idées sur ce qu'on pourrait faire des crédits qu'on récupérerait ainsi. Par ailleurs, il faut aussi réformer les taux de base. On en est tous vraiment conscients. J'ai regardé un petit peu l'histoire de ces taux de base et je trouve qu'ils évoluent un peu de façon anarchique. Moi, j'aimerais vraiment qu'on remette les choses à plat. Et j'avais fait la proposition en commission permanente l'année dernière, mais ça ne rentrait toujours pas dans l'enveloppe et il fallait vraiment qu'on en discute. Moi, je souhaiterais pouvoir utiliser le RSA, qui est le seuil réel de précarité en France, qui est variable selon la composition familiale et qui pourrait être appliqué tant aux personnes âgées qu'aux personnes handicapées et introduire nos nouveaux IPPA si un jour ils sont validés. Et ça permettrait d'adapter ce seuil au coût de la vie locale. Donc, nous travaillons toujours sur cette réforme. J'espère pouvoir la présenter à la prochaine commission permanente. Mais il faut d'abord qu'elle ait un soutien politique et qu'on prenne en compte aussi les remontées des assises, bien évidemment. Donc voilà, moi je vous dis ce que j'ai en tête pour les mois qui viennent, mais tout ça est bien sûr sujet à discussion. Enfin, nous avons demandé à tous nos postes consulaires d'identifier des structures pouvant accueillir des seniors. Pourquoi? Parce que on est souvent confronté à des situations de personnes âgées à l'étranger qui n'adhèrent pas au projet de retour, qui sont, alors c'est beaucoup nos postes en Asie du Sud-Est, en Afrique qui nous sollicitent, des Français qui ont quitté la France il y a très très longtemps, qui n'ont plus de lien avec leur famille localement et qui n'adhèrent pas du tout au projet qu'on leur propose de retour en France en EHPAD. Par ailleurs, notre partenaire, France Horizon, n'accueille pas en EHPAD des personnes âgées qui ont de trop gros problèmes cognitifs ou qui sont dépendants à l'alcool, aux drogues ou autres. Donc, on s'est dit que le mieux, c'était quand même de réussir, une fois qu'ils sont dépendants, bien sûr, de les laisser sur place dans des structures qu'on pourrait accompagner, soit en versant directement l'allocation de solidarité à la structure, soit en versant des subventions de type OLES à une structure qui aurait 2-3 Français parmi ses pensionnaires. Ces structures peuvent être également religieuses. Moi, je prends les structures d'accueil dans leur globalité. L'important étant que ces personnes âgées qui ne peuvent plus vivre seules puissent être accompagnées sur place, là où elles souhaitent rester. Donc, on est en train de faire une enquête. Dans certains pays, ce n'est pas simple parce que les personnes âgées sont gardées dans la famille, mais on essaye au maximum de trouver de nouveaux partenaires. Et j'en terminerai par un mot sur les OLES, parce que je pense que certaines OLES sont avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un grand merci à vous. Vous êtes des partenaires essentiels pour nous. Je demande à tous les chefs de poste consulaires et même post diplomatiques d'essayer de trouver des bonnes volontés dans les pays qui ne disposent pas de l'ES, parce que bien sûr, c'est un travail bénévole et c'est en ça que vous êtes formidables. Et on a vraiment, vraiment besoin de vous parce que le poste suit des instructions et ne peut pas tout. Vous allez entendre nos collègues de Tananarive après moi. Et à Tananarive, c'est l'OLES qui va donner un petit peu d'argent à nos détenus. Le poste, bien évidemment, fait les visites, s'occupe de la protection consulaire, mais c'est l'OLES, c'est une OLES qui va distribuer un petit peu d'argent pour manger, pour payer sa sécurité.
sa protection, etc., dans des conditions absolument effroyables, hein, Tananarive. Mais ils vous en parleront mieux que moi. Donc, nous subventionnons 86 OLES dans le monde pour un montant de 1 132 411 euros. Et ces OLES ainsi que les aides directes, comme je vous l'ai dit en introduction, sont à mon sens des dispositifs qu'il est essentiel de préserver, qui touchent réellement à l'humain. Et vraiment, je me bats à la Massas pour qu'on conserve les mêmes budgets, Ouais, c'est bon pas pour rappel. qu'on améliore ces deux budgets-là, quitte à prendre sur d'autres lignes. Moi, en tout cas, ce sont les deux lignes budgétaires qui m'importent le plus. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Christelle. Donc, Massas, pour ceux qui ont un problème avec les acronymes, comme moi d'ailleurs, mission aide à la scolarité et action sociale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, la DFAE, nous, on appelle la direction, on l'appelle la DFAE. J'ai vu qu'il y avait une main levée. Gilles, les questions, ce sera à la fin. Nous avons encore des intervenants. Donc, Madame Annabelle Averti, qui est la nouvelle consul générale de Madagascar, qui était avant au Gabon. Et j'en profite pour répondre à Christelle et dire encore merci, dire que le portage politique, j'en suis sûre, il sera fait par tous les parlementaires, donc députés et sénateurs des Français étrangers. Je vois mon collègue Karim présent. Donc nous serons là et nous le porterons ensemble. Je pense qu'on est vraiment nombreux à être totalement en phase. Et sur l'appel aux bonnes volontés pour les pays où il n'y a pas d'OLES, je réitère cet appel. Et pour dire que la Fédération des bienfaisances et des entraides accompagne à la création, donne des outils. On a un site internet, lafibrefde.org. Je vous remettrai le site sur les échanges textes. Nous accompagnons les OLES et nous accompagnons surtout la création d'OLES dans les pays où il n'y en a pas. Donc oui, si vous avez des bonnes volontés, on a une boîte à outils avec statut, PV d'AG et tous les conseils et tous les documents et tous les guides nécessaires aux OLES. Donc maintenant, je donne la parole à notre consul général de Tana, qui est un des postes, voire le poste qui a le plus de personnes, je crois, qui ont besoin d'être accompagnées. Et les prises de parole, Rebonjour, madame. juste à la fin, j'ai noté Gilles, Karim, je note dans l'ordre des mains levées. Oui, bonjour, madame Consul, la c'est à vous. députée. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers des Français de l'étranger, mesdames et messieurs. Désolée, notre caméra ne fonctionne plus, mais j'espère que vous m'entendez. Moi, oui. Est-ce que tout le monde entend? Alors, effectivement, vous l'avez dit, moi, je viens d'arriver à Tananarive, donc très peu de recul encore sur le poste, même si je commence à prendre la mesure des dossiers qui relèvent effectivement du secteur social. Donc, je suis avec mon collègue Nagi, qui donc est responsable du service social. Vous m'aviez demandé de partager aussi mon expérience à Libreville, où je viens de passer 3 ans. Alors évidemment, entre Libreville et Tananarive, enfin, c'est un autre monde, même si moi, je note quand même au moins un point commun, qui est le fait on a de plus en plus de situations de Français en difficulté, je dirais en grande difficulté, en grande détresse, pour lesquels on a de plus en plus de mal à trouver des solutions et on a de plus en plus de mal à les accompagner. Bon, ici, il y a des situations absolument dramatiques à Tananarive, mais on avait aussi remarqué avec la seule OLES existante à Libreville, donc l'association de solidarité pardon, des Français au Gabon, la SFG, qui avait de plus en plus de situations. Donc évidemment, on était vraiment beaucoup dans l'échange avec l'OLES et en particulier avec sa présidente qui est extrêmement dynamique, très très disponible et qui prend les dossiers vraiment beaucoup à cœur. Donc voilà, on était beaucoup dans l'échange.
avec évidemment un partage entre ceux là où le service sur les prises en charge de frais d'hospitalisation pour les personnes démunies d'assurance santé, parfois pour les prises en charge de billets d'avion vers la France, quand ça ne relève pas effectivement de la procédure de prise en charge par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Bien souvent, on a quand même beaucoup de Français qui avaient une assurance santé en France, mais qui voilà, ne séjournent plus suffisamment régulièrement. Et au moment où on se trouve à gérer les problèmes de santé, eh bien, il y a plus d'assurance pour couvrir les éventuels retours en France, même quand les personnes sont en capacité encore de voyager sans évacuation sanitaire. Et puis aussi, la SFG intervient parfois aussi sur des rapatriements de province au Gabon vers Libreville. C'était le cas à plusieurs reprises, en faisant aussi appel à la solidarité de la communauté française, en lançant des appels à dons. Et c'est vrai que la communauté française au Gabon répondait très présente quand il y avait des situations qui nécessitaient le transfert vers Libreville d'un compatriote. Et puis, la SFG aussi intervenait beaucoup sur aussi des visites en milieu hospitalier, parce que l'équipe à Libreville au niveau du social est toute petite, puisqu'il y a un agent simplement au service Elle voulait social. qu'on change le... C'est très compliqué parfois de faire des visites, de préparer en même temps le CCB. Voilà. Donc, en tout cas, on échangeait beaucoup avec la SFG. Donc, sur la forme, oui, moi, je conseille vraiment les échanges constants entre les OLES et le service social dès qu'il y a émergence d'une situation nouvelle, avec l'évaluation de ce qui peut être fait, soit par l'OLES, soit par le consulat, en instaurant évidemment une relation la plus fluide possible, une relation de confiance, et puis la meilleure communication possible pour le suivi des dossiers. Donc, le poste intervenait beaucoup sur l'identification des membres de famille, les aspects administratifs, notamment parfois les questions d'état civil, et puis la SFG, notamment sur les aspects financiers. Alors, évidemment, le soutien financier du département est essentiel au travers des subventions accordées aux OLES. Et puis, lorsque cela est nécessaire, vraiment de les soutenir dans les demandes d'augmentation de la dotation de l'OLES ou des OLES. Comme je disais, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus, en tout cas, je l'ai vu à Libreville, et ce matin, on faisait un point avec les collègues du service social. Il y a de plus en plus de situations dramatiques. Donc, il est important que les OLES soient aussi soutenus financièrement. Dans les bonnes pratiques, moi, je voulais évoquer quelque chose, mais qui n'avait pas pu être mis en place à Libreville pour des questions de calendrier, à la fois du consulat et puis la disponibilité des participants. C'est qu'au-delà des échanges quotidiens sur les dossiers, peut-être instaurer une réunion à un rythme à définir selon le volume de dossiers, pour échanger, vraiment faire un point sur l'ensemble des dossiers, parce qu'on s'apercevait régulièrement à Libreville que parfois l'OLES avait des informations que le consulat général n'avait pas, et inversement. Donc, c'est vraiment important de beaucoup échanger sur ces dossiers, qui sont parfois des dossiers au long cours. Il y a des situations que l'on connaît et que l'on traite pendant parfois des mois, voire des années. Et sur une piste, mais c'est une idée qui m'est venue en fin de séjour, et vous l'avez évoqué, Madame la députée, vendredi, quand on a fait un point sur la préparation de cette visio, qui serait peut-être de solliciter les entreprises françaises, que l'on sollicite déjà beaucoup par ailleurs, hein, sur d'autres thématiques, vous le savez, mais peut-être qu'elles pourraient aussi aider nos compatriotes à l'étranger, parfois, voilà, sans que ce soit des montants nécessairement très élevés, mais de pouvoir prendre en charge quelques billets d'avion par an. Ça fait parfois toute la différence pour une compatriote. Alors, là encore, maintenant, je vais passer la parole à Naji
le responsable du service social à Tananarive, qui lui va peut-être, voilà, en tout cas, qui aura une vision peut-être un peu qui pourrait être différente de la mienne, parce que, voilà, vous le savez, Tananarive n'a pas de commune mesure avec les autres postes en matière de volume, de gravité des situations que l'on a à traiter, enfin, des situations assez terribles. Donc, voilà, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, Madame la Consul Générale. Avant de donner la parole à Hugues, juste oui, confirmer les entreprises. Vous reparlez d'une d'entre elles qui nous aide sur un projet pilote en cours à l'OLES de Douala. Et c'est Total, c'est l'entreprise Total qui a accepté de financer un jeune volontaire, un VSI, donc un volontaire de solidarité internationale, pour l'OLES, parce qu'on ne trouvait plus malheureusement de bénévoles pour accompagner nos Français en difficulté. Et Total a accepté de financer 100% du salaire des 2 années de ce volontaire. Donc, c'est un exemple pour dire que quand on leur demande, certaines entreprises, en tout cas, répondent présent. Et ensemble, encore une fois, avec les élus, on peut, et l'administration, réfléchir à voir comment on va chercher ces entreprises. Monsieur, Parce que, oui. pardon, si je peux compléter, effectivement, mais je crois que Hugues en parlera également. On voit alors ici à Tananarive, et c'était aussi la même chose à Libreville, donc des présidents ou présidentes extrêmement disponibles, mais qui aussi, pour certains, sont parfois maintenant âgés et souhaiteraient pouvoir se retirer et ne le font pas parce qu'il n'y a pas de relève. Ouais. Là, Luc me le disait tout à l'heure, c'est le cas ici pour certaines OLES, mais je sais que voilà, la présidente de l'OLES aussi à Libreville, qui est extrêmement disponible et qui donne tout son temps, aimerait aussi passer la main, l'a évoqué à plusieurs reprises, mais ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de relève. Là encore, je pense qu'on peut compter sur les élus de terrain ou les parlementaires pour diffuser des appels à bénévoles. Il faut dire aux OLES de ne pas hésiter à nous demander de transmettre et de diffuser ces appels à bénévoles. Depuis que c'est à vous. Merci, Madame la députée. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Parfait. Navré pour ce petit souci de caméra. Donc, pour Madagascar, la situation est la suivante. Nous disposons d'un réseau de 12 OLES répartis tout autour du pays sur l'ensemble du territoire malgache. Ce réseau de 12 OLES correspond peu ou prou également au maillage de nos agences consulaires. Et c'est d'ailleurs un point que je tenais à souligner, une spécificité peut-être malgache, mais nous avons la chance d'avoir des OLES partout où nous avons des consuls honoraires. Ce qui, pour des situations compliquées, de délicatesse avec la justice ou autre, peut s'avérer particulièrement efficace de systématiquement solliciter parfois l'intervention du consul honoraire aux côtés du président de l'OLES. Et donc ce maillage-là, pour nous, est très important. Il correspond également aux spécificités du territoire malgache, puisqu'il nous faut, dès lors qu'une route existe, eh bien, il nous faut 5 heures pour faire 150 km. Et pour descendre dans le sud du pays ou pour monter au nord, on compte plus de 3 jours de route. Ce qui pose une question également sur la question des évasans sur le territoire malgache, puisque quand on est à 3 jours de route du seul centre hospitalier de l'île, ça peut poser des questions d'ordre d'urgence vitale ou de survie de certains patients. Alors les OLES à Madagascar, elles sont de taille variée, 12 qui n'ont pas toutes la même taille. Les principales se trouvent plutôt sur le nord de l'île, centrées sur Tananarive et puis ensuite sur les grands centres urbains du nord de l'île, Diego Suarez, Nosibé, Majinga, pour des raisons de répartition de population française, tout simplement. Et là aussi, pour des questions de spécificité de la population française qui vient à Madagascar, nous sommes encadrés par 2 départements français, Mayotte et La Réunion. Nous sommes en vol direct depuis la métropole, ce qui convie à faire venir une population française, parfois pour le tourisme, parfois pour d'autres raisons, mais qui se maintient systématiquement sur le territoire malgache.
ce qui nous pose des problèmes ensuite de droit au séjour et de mise en délicatesse vis-à-vis de la justice malgache. Et c'est là où les OLES interviennent, puisque notre population de détenus ici à Madagascar étant, je dirais, sur une moyenne annuelle de 30, et ces 30 détenus sont confrontés aux problématiques que Mme Chatrian-Gomez décrivait parfaitement tout à l'heure, qui est la prise directe avec le système judiciaire malgache, voilà, qui demande bon nombre de dessous de table pour juste parvenir à survivre en prison. La survie en prison, c'est vraiment quelque chose de dramatique ici à Madagascar, et les détenus français ne sont pas mieux lotis que les détenus de droit commun malgaches, en sachant que 80% des détenus malgaches sont juste des prévenus. Leur dossier est en cours d'instruction, ils n'ont pas été condamnés, ce qui provoque un mélange des genres particulièrement néfaste pour nos prisonniers français, qui sont eux-mêmes victimes de ce système. Alors les OLES, eh bien, tout simplement leur permettent de vivre en leur amenant des enveloppes, ou alors ils les font passer par nous, ce qui permet à des détenus tout simplement d'acheter de la sécurité, d'acheter de la nourriture, puisque la nourriture en prison ici, c'est juste du manioc bouilli puis séché, à raison d'une ration par jour. Donc c'est relativement compliqué pour nos détenus de se vêtir, de se soigner, puisque l'accès à l'infirmerie de la prison est également payant, l'accès aux soins est payant. Nous avons des détenus qui, faute de soins, peuvent perdre des organes. Nous avons une détenue féminine qui a perdu un œil récemment suite à un défaut de soins. Et en fait, tout ceci a un coût, tout ceci se paye. Et sans les OLES, nos détenus français ne pourraient tout simplement pas survivre à Madagascar. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'évoquait Madame la Consul Générale tout à l'heure, sur la succession à la tête des OLES, c'est également une situation que nous entrevoyons avec inquiétude à Madagascar, puisque les principales OLES qui sont nos partenaires à Tananarive, alors sur les détenus, sur la protection de l'enfance et sur la gestion de l'indigence, les présidents de ces OLES sont âgés de plus de 80 ans, leurs numéros 2 ont plus de 75 ans, et à l'heure actuelle, les appels à volontaires ne marchent pas. Donc effectivement, la création de postes de VSI pourrait s'avérer être une clé pour la survie de ces OLES. Ça ne fait aucun doute. Alors, les questions les plus récurrentes de nos présidents d'OLES et des Français en règle générale, qui se font jour au quotidien, nous, ce qu'on a observé, c'est un glissement, je dirais, de l'activité des OLES qui est dans l'accompagnement quotidien des Français en difficulté ou en précarité, vers plus de substitution à un système français, gouvernemental, comme celui des bourses, par exemple. Se pose la question de à quel point nos OLES pourraient se substituer au système de l'AEFE pour payer des classes vertes et des voyages scolaires qui ne sont pas pris en compte dans les frais de scolarité par les bourses scolaires. Également, les OLES pourraient-ils faire du portage salarial pour les AESH, puisque les bourses AESH sont versées trop tardivement dans l'année. Les familles à Madagascar sont en très grande précarité, elles peuvent difficilement faire l'avance sur une année complète. Est-ce que les OLES pourraient faire du portage salarial pour les AESH? Vous avez évoqué tout à l'heure, Madame la députée, la question, et Madame Chatrian également, la question de l'accueil des seniors. Ici, à Madagascar, c'est un véritable enjeu. Je vous l'ai décrit en préambule. Les Français qui arrivent ici à Madagascar viennent généralement, effectivement, pour y couler des jours meilleurs. Mais ce sont des Français qui sont souvent en rupture avec leur famille en France. Non pas qu'ils n'ont plus de famille, mais ils sont en rupture avec leur famille en France. Ils sont souvent retraités et se posent la question, souvent, de la tutelle. Est-ce que les OLES pourraient être désignés organismes tutélaires et quelle serait la responsabilité juridique des présidents d'OLES dès lors qu'ils assumeraient cette responsabilité d'une tutelle, puisqu'il y a des questions patrimoniales et les Français âgés qui ont vécu longtemps à Madagascar ici y ont constitué un patrimoine. Néanmoins, ils sont étrangers sur le territoire malgache, ils ne sont pas malgaches, et la transmission de ce patrimoine pose un vrai problème dès lors qu'elle n'est plus gérée par des Français en capacité. Donc la question de la tutelle est vraiment une question d'ordre juridique
On a des présidents d'OLES qui, bénévolement et à titre personnel, engagent leurs responsabilités pour aider des Français atteints d'Alzheimer ou des Français tout simplement plus en capacité de gérer leur patrimoine. Ça les met en danger juridiquement vis-à-vis des convoitises malgaches d'où qu'elles viennent. Et enfin, un dernier point sur lequel les OLES interviennent ou souhaiteraient intervenir, c'est là encore pour aider les Français les plus démunis à payer la catégorie aidée de la CFE. Alors ça se fait dans certains cas très particuliers, très ponctuels. Ici à Madagascar, malheureusement, l'écosystème fait que ce type de cas va survenir et advenir de plus en plus souvent. Donc c'est une vraie question posée par nos OLES. Jusqu'à quel point pourront-ils, non pas dans une logique de double guichet, mais plutôt dans une logique d'entraide sur des cas très particuliers, aider à payer la catégorie aidée de la CFE, qui rebondit sur la problématique des EVASAN dont j'ai parlé en préambule. C'est tout pour moi, Madame la députée. Eh bien, c'est super, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant, même si, comment dire, triste hein, pour certains de nos détenus, mais vraiment intéressant et enrichissant, vraiment, vraiment. Merci encore. Et on va passer la main à Denis. Denis qui est au Costa Rica, qui est élu consulaire, qui est élu à l'AFE, et qui est un compagnon de la Commission nationale pour la sécurité sociale et ancien président de l'OLES, qui maintenant s'occupe de la trésorerie, mais ça depuis 10 ans ou un peu plus. C'est à toi, Denis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Madame la députée. Merci à tous pour cette invitation et l'opportunité d'échanger sur ce sujet qui nous concerne tous et essayer de trouver effectivement une politique cohérente pour accompagner ces vulnérabilités à l'étranger. Tout d'abord, oui, je voudrais partir du terrain. Ce que nous vivons dans nos associations, c'est des exemples nombreux. On l'a vu avec Tananarive. Ça va justement de payer des classes vertes. On a eu le cas d'une famille nous, dans notre établissement, on a des classes vertes en CP et en CM2. Et il s'est trouvé qu'une famille, justement, avait un enfant en CP et un autre en CM2. Donc, impossible pour eux de payer les deux. Et donc, l'OLES a aidé ces enfants à pouvoir vivre la même activité que leurs compagnons. Ça va aussi de l'aide de jeunes enfants qu'on accompagne toute l'année parce que la maman risque d'être expulsée de son logement. Une autre fille en terminale qui décide de ne plus suivre ses études pour pouvoir aider sa maman au chômage. Donc, vous voyez, les aides sont vraiment à tout va. On aide aussi, et là, c'est là qu'il faut voir effectivement par rapport à ce qu'a dit Madame Chatrian-Gomez, une cohérence avec les aides sociales, puisqu'on est souvent maintenant amené aussi à aider des allocataires qui, du fait du taux de change, de la baisse de l'allocation de solidarité, eh bien, se retrouvent dans des situations vraiment très, très, très précaires. Et donc, les OLES viennent pour aider ces personnes, alors que statutairement, on ne doit pas le faire. Mais on est dans du social et on doit le faire. Voilà. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on est souvent en face de besoins qui sont répétitifs, lourds, et qui dépassent, comme l'a très bien dit le consul, la logique du secours ponctuel ou du secours, on va dire, de l'État. Voilà. Donc, ça montre quoi? Ça montre que les OLES jouent un rôle essentiel. Elles sont sur place, elles sont réactives et très proches des personnes. Okay. Voilà. Donc, ces aides locales, ce qu'elles permettent, c'est qu'elles évitent que de petites urgences se transforment vraiment en drames sociaux. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Pour les constats institutionnels par rapport à cette politique cohérente que l'on cherche, comme l'a très bien dit Alexandre, donc je suis membre de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.
Et si bien, effectivement, il y a eu pendant quelques années une augmentation de certains taux de base, il faut savoir que ces augmentations de taux de base se font sur une diminution de taux de base d'un autre côté. En fait, plutôt que d'avoir c'était la redistribution, on va dire. Donc, on se retrouve dans des situations qui sont compliquées puisque nous sommes obligés de faire des arbitrages qui sont très douloureux et de finalement redistribuer la pauvreté, puisqu'on est déjà dans des situations de détresse, des situations qui sont très compliquées, et on se retrouve dans des enveloppes à la baisse, ce qui font que finalement, on se retrouve à redistribuer de la pauvreté plutôt que de renforcer la solidarité. Que dire d'autre? Chaque année, donc, on se rend compte que les besoins augmentent, mais les crédits donc, stagnent ou diminuent, ce qui est vraiment très compliqué. Conséquences pour les familles, eh bien, on est dans des spirales de précarité et des jeunes qui risquent de décrocher scolairement, des allocataires qui doivent choisir entre payer un loyer, acheter des médicaments ou acheter à manger. Et toutes ces situations, eh bien, c'est nous, au niveau des OLES, qui devons les gérer, puisque au niveau des consulats, il y a quelques aides qui peuvent être données au niveau ponctuel, mais bien sûr, cela ne suffit pas. Alors, que pouvons-nous faire ensemble? Continuer avec ces bonnes relations, parce que je suis membre de notre OLES depuis mon arrivée au Costa Rica en 87, où j'étais trésorier, et maintenant je suis commissaire aux comptes. Et j'ai toujours eu une excellente relation, nos OLES ont toujours eu une excellente relation et un excellent travail avec notre consulat. Donc, continuer à renforcer et à travailler ainsi avec nos consulats, partager le suivi des cas, ça c'est important, oui, qu'il y ait une excellente communication entre les deux, et essayer ensuite pour des urgences vraiment fortes, de mettre en place peut-être un fonds de cofinancement souple où l'association peut agir au départ et ensuite le consulat ou voire même la DFAE prend le relais ensuite quand c'est vraiment très très lourd pour pouvoir justement prévoir des situations très compliquées. Alors, travailler aussi sur la prévention, ça c'est important, comme l'a souligné le consul, on a des populations françaises qui partent de France pour diverses raisons, qui viennent s'installer dans les différents pays, souvent des retraités effectivement, et donc, on se retrouve avec des personnes, on va dire, d'un certain âge, avec peut-être parfois des problèmes de santé, des problèmes aussi de patrimoine, et puis le temps passe, et on se retrouve avec des personnes très âgées. Et là, tout se complique puisque, comme l'a dit le consul, il y a effectivement souvent rupture avec la famille en France, des difficultés pour le consulat aussi de retrouver ces familles ou des gens qui disent ben non, je veux rien savoir. Et on se retrouve donc à gérer aussi ces situations. Donc, je salue cette initiative de pointer des organismes locaux qui peuvent accueillir les personnes en grand âge, parce que ça, c'est vraiment très, très bien. Je le vis ici au Costa Rica et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour pouvoir aider ces personnes qui ont vraiment, beaucoup de difficultés. Mais la prévention, il faut la faire. Essayer d'aller vers ces Français qui s'installent et peut-être essayer de leur faire comprendre qu'il y a des choses à mettre en place dès leur arrivée, au niveau de la santé, au niveau justement de la représentation légale pour éviter ensuite tout problème, parce que c'est vrai que souvent, nous, élus, nous nous voyons confrontés à des prises de décisions qui ne nous incombent pas. Donc, on prend des risques au niveau légal à faire certaines démarches
Et ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, pour l'aide sociale et la commission de la protection sociale, je pense qu'une piste, c'est qu'on pourrait l'intégrer aussi directement à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça lui donnerait plus de poids, plutôt qu'être une commission simplement séparée, mais que effectivement les travaux soient vus aussi au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger euh, pour donner simplement plus de poids au niveau démocratique. Voilà. Donc, par rapport à toute cette expérience de terrain, cette expérience au niveau de la commission permanente, ce que je pourrais donner comme message, c'est que la solidarité envers nos compatriotes établis hors de France ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire. D'autant que ce chapitre, on l'a vu, c'est une des rares lignes qui est dépensée à 100%, et donc on ne peut pas continuer à prendre la tronçonneuse, pour reprendre l'exemple malheureux de certains, et découper les budgets et appuyer sur les touches delete dans des tableaux Excel lorsque on est face à ces situations. Voilà. Donc, pas d'ajustement budgétaire pour la solidarité. Elle doit rester une responsabilité nationale plus qu'une elle doit être assumée pleinement par l'État. Voilà. Les associations locales, elles, sont la colonne vertébrale de cette solidarité, mais malheureusement, elles ne peuvent pas faire tout toutes seules. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un partenariat, il faut vraiment que nous travaillions encore plus ensemble, voir dans certains pays comment faire, parce que dans certains pays, justement, ça n'existe pas, même régionaliser. Moi, je le vois, par exemple, le Nicaragua, on ne peut pas faire d'association. Donc, pourtant, il y a des besoins. Donc, peut-être qu'au niveau du Costa Rica, on pourrait aider au niveau du Nicaragua, mais il faudrait voir comment pouvoir le faire. Avoir donc un vrai partenariat complémentaire avec les consulats, la DFAE, qui, eux, ont un cadre institutionnel et beaucoup plus de moyens. Donc, nos associations, elles sont là donc, elles apportent la proximité, la réactivité et la connaissance du terrain. Parce que c'est pareil au niveau des consulats, le personnel change, souvent il faut recommencer, et donc nous, on assure la continuité. Voilà. Donc, définitivement, c'est ensemble que tous, nous pourrons garantir à nos compatriotes en difficulté non seulement une aide immédiate, mais aussi une perspective d'avenir. Et je pense justement à nos plus jeunes. Vous parliez, Madame Chatrian, du SMSE. Dans certains cas, je pense qu'on pourrait même essayer d'aller plus loin que la seule terminale, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, continuer leurs études en France, et donc doivent continuer dans les universités locales. Et on pourrait peut-être imaginer jusqu'à 25 ans la possibilité de pouvoir verser un SMSE afin qu'ils puissent terminer des études supérieures dans les pays. Voilà. Merci. Merci, Denis. On va prendre des questions maintenant. Si vous... Alors, Gilles, si tu es encore là, et ensuite Karim, Ok. c'est les deux mains que j'ai vues se lever. Non, et je veux rassurer Denis et tous ceux qui sont là et qui nous écoutent aujourd'hui. On a beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui que nous pouvons remonter. Et justement, ce qui est dit là et toutes les idées vont servir Aux assises. aux assises et à faire des propositions très concrètes. Et tout ce qui se dit là est très concret. Donc, merci Oui. encore. Et si Gilles est encore là, ensuite, ce sera Catherine. Bien noté. Donc, Bonjour à tous, et oui, Gilles est toujours là. Super. Oui, je sais. Donc moi, j'ai pas de questions, mais j'ai juste des, je sais pas comment dire, mais bon, vous allez vite comprendre. Je vais d'abord parler pour les familles qui ont des enfants en situation de handicap. Donc,
je souhaiterais que les assises aient une vision un peu catastrophique de ce qui se passe, parce que c'est la réalité, où nous avons des familles qui ont déjà des gros fardeaux à gérer. Et malheureusement, ce qui se passe lorsqu'ils vont à l'étranger avec leurs enfants, aujourd'hui, on se rend bien vite compte, tout du moins aux Émirats arabes unis, que le soutien, même qu'il soit financier ou qu'il soit autre, a du mal à parvenir à ces familles. Moi, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre. Comment une famille qui a un dossier MDPH peut avoir tant de problèmes lorsqu'elle arrive dans un pays étranger. Je ne capte pas trop pourquoi ça ne suit pas, pourquoi les dossiers ne suivent pas, pourquoi le financement ne suit pas. Enfin bref, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche, sans je vais le faire ici, et Amina, tu sais, quand je me penche sur quelque chose, ça va forcément faire mal ailleurs. J'ai du mal à comprendre comment un établissement qui reçoit un package de financier concernant les enfants en situation de handicap ait du mal à partager ça avec les familles. J'ai du mal à comprendre. Donc, ce qui serait quand même bien, c'est qu'on ait des vrais process entre le moment où la famille quitte la France, arrive dans son pays, et que les process soient identiques. Après qu'il y ait une partie locale, je conçois et je comprends, mais au moins jusqu'au consulat, on ne devrait pas avoir de différence, et au moins jusqu'au lycée, entre parenthèses AEFE ou pas, mais que ça soit bien clair. Aujourd'hui, ça n'est pas. La deuxième chose, et je pense que quelqu'un l'a dit auparavant, faire en sorte qu'une famille finance une aide, donc une personne pour aider l'enfant à l'école, ça veut dire recruter quelqu'un et ça veut dire être employeur. Il y a des pays comme les Émirats arabes unis où être employeur, c'est une difficulté. C'est même plus qu'une difficulté. Ensuite, l'AESH en lui-même, soit l'AESH est reconnu comme tel et donc a une formation, qu'elle soit à la mode française ou autre. Sinon, c'est une AESH ou un AESH par dépit qui est pris par la famille. Et le dépit fonctionne pas très bien, mais cependant, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que si l'enfant n'a pas d'AESH, alors il ne va pas à l'école. Voilà, il faut savoir. Donc, outre ce parcours du combattant très très compliqué pour une famille qui vient s'installer aux Émirats arabes unis, il faut se mettre, il faut que l'État, en fait, se positionne dans l'état d'esprit où avoir un enfant en situation de handicap, c'est déjà un lourd fardeau à l'étranger et qu'on doit, nous, d'abord, l'État, deux, alors je ne vais pas parler d'OLES, mais deux, les gens qui sont à côté, qui peuvent l'aider comme moi, par exemple, qu'on puisse le faire sans avoir sans apporter d'autres problèmes. Donc, ce qui est malheureusement le cas aux Émirats, c'est trop compliqué. Alors, je vais effectivement me pencher sur la chose ici aux Émirats parce que ça devient un peu n'importe quoi. Des formations d'AESH sont données par des établissements scolaires, mais on ne sait pas qui paye. Donc, il y a beaucoup de soucis. Le premier. La deuxième, ça viendrait sur les prisonniers. Alors, j'ai entendu qu'à Madagascar, des gens qui n'étaient pas du tout au consulat pouvaient visiter les prisonniers. Ça n'est pas le cas chez nous. Chez nous, il faut être enrubanné pour aller visiter un prisonnier, donc être consul. Ce qui veut dire que nous avons 42 prisonniers, ce qui veut dire que l'an dernier, aucun n'a été visité, parce qu'évidemment, il n'y a qu'un seul consulat, et ils sont 4, et ils ne peuvent pas voir tout le monde, parce qu'ils ont beaucoup de boulot. Et ce qui étant dit, je ne dénigre pas le consulat aujourd'hui, parce qu'au contraire, depuis l'arrivée de ce nouveau consul, notre consulat a pris x300. C'est pas dur, nous avons un passeport aux Émirats en, 8 jours. Donc je pense qu'on est au-delà de l'acte civil, mais en revanche, il y a d'autres bas qui blessent, et notamment les prisonniers, parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Bon, ensuite, je ne suis pas forcément d'accord sur ce que l'État doit assumer pour les Français de l'étranger, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui.
Merci. Le débat d'aujourd'hui, il est le partage. Oui, parce que sinon ça va être trop long. Mais je reste pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Il faut que, quand on parle de société aussi pour aider, alors j'ai entendu, c'est bien, mais comprendre aujourd'hui que la plupart des sociétés françaises sont soumises, et notamment aux Émirats, à ce qu'on appelle de la compliance en anglais. Et cette compliance, en fait, les empêche ou leur empêche, d'abord, d'être généreux, voilà. Et deuxièmement, si moi, par exemple, qui bosse pour le gouvernement, je fais une demande à une société pour aider quelqu'un, ça peut être vu comme un conflit d'intérêts, alors qu'en fait, il n'y en a pas derrière, mais ça peut être vu comme tel. Donc, c'est problématique. Et donc, les sociétés, aujourd'hui, ça serait pas mal si ça venait justement de la France, qui peut dire, vous pouvez aider tel ou tel parce que effectivement le consulat peut pas ou bien l'État français peut pas, ce que moi je comprends. Et enfin, mon dernier point, il est concernant les conseillers, les OLS, pardon. Donc ici aux Émirats, tout comme apparemment j'ai compris le Costa Rica, eh ben, les associations n'existent pas. Et non seulement elles n'existent pas, mais tout ce qui est afférent à l'association ne peut exister. Donc ça devient des sociétés. Donc par exemple l'UFE aux Émirats est une société, tout comme Abu Dhabi Accueil ou bien Dubaï Accueil. Je suis en train de créer une vraie OLS avec quelque chose qui ne finit pas par LLC ou FRIC, voilà. C'est-à-dire que ça doit devenir ici une ONG ou une NGO. Alors c'est en cours, on n'a jamais été aussi proche puisque le dossier a été déposé au ministère des Affaires sociales hier. Donc maintenant, il faut espérer que le dossier soit accepté. Alors, comprenez qu'une NGO aux Émirats, c'est pas machin, mais la première tâche ou le premier projet que j'ai mis en place dans cette OLS est la formation des AESH. Parce que c'est très important. Et pourquoi? Parce que les familles souffrent de la recherche d'une AESH qui soit conforme à la spécificité de l'enfant. C'est pas moi qui vais vous dire. Alors moi, je n'ai pas d'enfant en situation de handicap, donc je ne sais pas ce que vivent les familles, mais ce que j'ai appris, c'est que chaque enfant a peut-être une maladie identique, mais chaque enfant est unique. Et donc, c'est l'unicité de cet enfant qui doit perdurer, qui doit être prise en charge par l'AESH et non pas l'inverse. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aux assises des affaires sociales. Vous devez prendre en compte le fait que on doit se mettre dans l'état d'esprit d'aider la famille et non pas l'inverse. Parce que ce que l'on fait actuellement, c'est pas l'aider, c'est l'enfoncer encore plus. Et il n'en a pas besoin. Et croyez-moi que j'ai fait depuis que je suis rentré de vacances, depuis fin août, je fais des sondages sur toutes ces familles, et il y en a pas mal aux Émirats, et toutes m'ont dit la même chose. Aide de l'État, zéro. Soutien du consulat, zéro. Et galère pour trouver tout ce qu'il faut. Et sans compter les galères locales. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et je reste pour vous écouter ou des questions si vous en avez, mais j'en doute. Passez une excellente journée à tous. Et merci pour tout ce que tu fais, Gilles. Karim. Oui, merci Amélia, merci d'avoir organisé cette table ronde. Mais du coup, les réflexions me viennent plutôt, moi non plus, j'avais pas de questions, mais les réflexions me viennent au fur et à mesure des intervenants, dont celle de notre dernier intervenant qui a beaucoup parlé de handicap, d'AESH, etc., sur lesquels effectivement il y a beaucoup à dire. Mais juste pour revenir, je rembobine pour revenir au début. Il me semble que quand même, pour pouvoir discuter de façon sereine, on doit savoir à peu près de quoi on parle. On parle à peu près de 13,8 millions d'euros sur les 10 dernières années, en moyenne. C'est ça le budget des aides sociales. C'est la moyenne sur les 10 dernières années. Et après, par contre, dire que c'est des mesures gracieuses, en fait, on est à mi-chemin. On est à mi-chemin, on le sait très bien. On est sur quelque chose qui est inscrit dans la loi, mais il n'y a aucun texte derrière de mise en œuvre et qui, du coup, on n'est pas tenu
C'est pas tellement que le principe de l'aide en soi n'existe pas. Le principe de l'aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap existe dans la loi. C'est l'article L 121-10-1 du Code de l'action sociale, mais il n'y a pas de décret ou autre texte pour la mise en œuvre et du coup pour savoir les conditions d'attribution, etc. Donc c'est en cela que c'est des mesures gracieuses, mais le principe, lui, il y a une obligation pour le ministère des Affaires étrangères de s'occuper de ces deux catégories. C'était juste pour préciser, voilà, de quoi on parle exactement. Et alors, Euh, pour finir de bien préciser, mon cher collègue, l'objectif de ce webinaire-là, c'est d'avoir les bonnes pratiques entre la relation avec le consulat, le service social et les OLES. Et oui, du oui. coup, d'avoir eu, tu vois, ce qu'on a Simplement eu. que les interventions des uns et des autres n'ont pas forcément tout à fait porté là-dessus. Et il y a eu une longue présentation au début. C'est des mesures gracieuses, etc. C'est juste pour qu'on puisse avoir un débat, encore une fois, serein, parce que pour en venir ensuite aux OLES, c'était important, il me semble, de parler des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ces deux catégories-là forment quoi, 84% du budget, il me semble. C'est ça, 84-85% du budget. Et donc, le reste est réparti entre SMSE, OLES, etc. Ce qui laisse une part quand même aux OLES qui est de 1 million. million à peu près, plus ou moins, on est aux alentours Million de 100, 1 million, c'est 1 ça. million 100. Voilà, donc pour en arriver à ça, c'est de ça qu'on parle pour les 94-95 OLES dans le monde qui bénéficient d'une aide du ministère, ce qui est très bien. D'ailleurs, c'est une amélioration par rapport aux années avant Covid. Mais bon, après, depuis Covid, par contre, on a vu une chute, c'est-à-dire qu'au Covid, on était à peu près à 2 millions, maintenant on est à 1 million. Mais voilà, pour bien engager aussi les termes du débat, parce qu'il me semble, ainsi que Denis Glock le disait, le débat est d'abord aussi budgétaire quand même. Bien Et, sûr. et vous-même, vous êtes parti du fait que on n'est pas sur une logique de guichet, on est sur une logique d'enveloppe. Et c'est là où le bas blesse. En réalité, et on vous entend dire effectivement que vous allez essayer quand même de faire les réformes nécessaires pour faire rentrer dans l'enveloppe, pour pouvoir continuer d'aider les OLES, pour pouvoir continuer de verser des allocations vieillesse, pour pouvoir continuer de verser des allocations adultes handicapés, enfants handicapés, etc. Vous allez devoir réformer un certain nombre de choses dont il y avait une réflexion utile, effectivement, sur le taux de base. Oui, le taux de base, moi, je pense qu'il faut y introduire de la transparence pour essayer de comprendre, parce que ces dernières années, on ne comprend plus, c'est des coupes uniformes par moment, et comme disait Denis, c'est-à-dire que quand on augmente d'un côté, ça veut dire qu'on a baissé dans d'autres pays, etc. Donc on ne comprend plus très bien la logique de la baisse, de la hausse, etc. Des taux de base. Par contre, quand vous dites que vous allez prendre en compte d'abord le RSA, du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi. Une idée. Oui, oui, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune allocation qui est versée à l'étranger qui ressemble au RSA. Par contre, on a deux allocations et ça tombe bien parce elles ont exactement le même montant en France et qui correspondent aux deux allocations qui sont versées à l'étranger. C'est l'ASPA et l'allocation adulte handicapé. Elles sont toutes les deux à 1034 euros par mois. Et il me semble que ça peut être plutôt ces allocations-là qui devraient être le référentiel, étant donné qu'elles ont une correspondance à l'étranger, que le RSA qui, lui, n'a aucune correspondance à l'étranger. C'est tout. C'était juste une réflexion quand vous disiez RSA, je trouve ça bien. Il va falloir faire une référence à quelque chose qui existe en France, mais il se trouve que l'allocation qui existe en France, c'est l'ASPA ou l'AAH et qui sont effectivement aussi à l'étranger. Sur le glissement du rôle des OLES, moi, le rôle des OLES, effectivement, a toujours été très important. Moi, j'ai été consul général au Liban il y a quelques années au moment de l'explosion. Heureusement qu'il y avait l'OLES. Parce qu'effectivement, un consulat n'a pas les moyens, les outils nécessaires pour faire face à un certain nombre de situations. Quand vous devez aider des Français à juste colmater les fenêtres et les portes après une explosion, bah, effectivement, il n'y a pas d'outils spécifiques existants au consulat pour dire je vais vous donner pour colmater vos fenêtres et vos portes. Mais par contre, en passant par l'OLES, elle pouvait directement aider. Mais ce qui est intéressant dans les OLES, moi je trouve, et je pense qu'un des intervenants l'a très bien dit, on le voit, d'une part, le glissement du rôle des OLES, il est révélateur de deux choses. Il y a deux types de glissement. Effectivement, il y a un glissement vers des choses dont on n'avait pas conscience jusque-là et pour lesquelles
Nous n'avons pas développé d'outils. Or, il pourrait y avoir une réflexion pour développer des outils, par exemple sur la dépendance. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de la dépendance, la question des maisons de retraite localement. Nous avons un certain nombre d'exemples qui effectivement sont quoi? Ça doit être Rades, Rabat, Tamatave, il me semble, Antsirabe. C'est celles-là les principales maisons de retraite à l'étranger qui fonctionnent sur le modèle des OLES, plus quelques établissements religieux, je pense, au Liban notamment. Donc, je trouve ça intéressant qu'ils commencent du coup, et ça, c'est en partie grâce aux OLES qu'il y a peut-être une prise de conscience sur l'importance de la dépendance. Donc, les OLES là-dessus, elles sont aussi très utiles sur le long terme, et ça me semble important. L'idée que l'allocation, par contre, je pense qu'on devrait pousser plus loin la réflexion parce que dire nous allons payer avec l'allocation vieillesse, on le sait, dans l'ensemble de ces cas, quasiment, l'allocation vieillesse ne suffit pas à couvrir une personne dans une de ces maisons de retraite. Parce qu'à partir du moment où on retranche la CFE, parce que ces personnes continuent d'avoir la CFE, le reste de l'allocation vieillesse ne permet pas de couvrir les frais d'une maison de retraite comme ça. Donc, peut-être falloir réfléchir à un outil plus spécifique à la dépendance en partant de ces exemples-là, en voyant effectivement quel est le montant qui manquerait pour pouvoir avoir une prise en charge totale dans ce type d'établissement. Et là, il me semble que ça serait intéressant de développer du coup un outil sur la dépendance. Tout à l'heure aussi, pareil, on a dit le glissement des OLS vers les bourses AESH, et je pense que du coup, les deux, il y a aussi, ça vient avec l'intervention précédente à Abu Dhabi, il me semble, c'est ça? C'était Abu Dhabi. Oui. Euh, oui, effectivement, on a un vrai problème sur les AESH, que ça soit, et ça a été bien souligné, sur la formation, mais après, sur le paiement des AESH. Là, on a eu des très gros problèmes ces dernières années. À chaque fois, les paiements sont intervenus très, 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 très tard dans l'année. Les personnes ont dû sortir de leur poche, avancer, etc. Et il y a un autre glissement quand même sur lequel je souhaite alerter sur les AESH, c'est que faut pas oublier que la prise en charge des AESH, la prise en charge des AESH était pour tous les élèves boursiers, il fut un temps. Et il se trouve que à un moment donné, 2021, il me semble, on a décidé d'élargir à l'ensemble des enfants. Et aujourd'hui, on assiste pour les enfants boursiers, là c'est un vrai point d'alerte, à un recul. Ça veut dire que désormais, les enfants boursiers ayant moins de 50% de handicap n'ont plus leur AESH payé. Ça veut dire qu'on est parti d'une situation où les enfants boursiers avaient quelque part un avantage social qu'on a essayé d'élargir à toute la population. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les enfants boursiers qui trinquent. Il y a une grande partie d'entre eux qui n'a plus d'AESH aujourd'hui. Et là, on a un problème. Ça veut dire que ce sont des enfants, comme le disait aussi l'interlocuteur précédent, ce sont des enfants qui finissent déscolarisés. Ça veut dire quand on a même un handicap de moins de 50%, ce sont des enfants qui finissent déscolarisés. Et là, il y a vraiment un souci. Mais donc là, les AESH, effectivement, pourraient être une réponse. Ça veut dire, est-ce que les OLES pourraient être une réponse en partie sur les AESH, ça c'est vrai. Donc j'ai parlé de la question de l'accueil des seniors où les OLES nous ont montré quand même la voie et je vois bien qu'il y a des réflexions qui sont menées. Par ailleurs, les OLES aussi, sur certaines autres choses, montrent aussi la sous-budgétisation quand même du ministère en général. Quand il y a des OLES qui se mettent à faire des tournées consulaires parce que les consulats n'ont plus les moyens de faire leurs tournées consulaires, là, ça nous montre aussi, on n'est plus dans la complémentarité, on est vraiment, ils viennent pallier à une sous-budgétisation d'un consulat. Quand les OLES à Madagascar, on a entendu parler tout à l'heure de classe verte, en réalité, ce qu'on voit à Madagascar, c'est que c'est pas tellement des classes vertes, c'est aussi les OLES payent ces camps d'été. D'ailleurs, c'est pas des classes vertes, c'est une espèce de camps d'été aussi, à Tana, qui en réalité sont organisés pour pouvoir servir aux enfants français pendant les vacances où ils sont pas pris en charge par la cantine scolaire, pour pouvoir verser des repas aux enfants. On a des enfants français l'OLES qui ne reviennent pas trop amaigris à la rentrée, c'est l'OLES qui leur verse des repas quand même le midi. Donc là, on a un souci. Comment prendre en charge les enfants en dehors du SMSE?
où est-ce que cet outil est. Et là-dessus, c'est très intéressant de voir le travail des OLES. Ça nous alerte sur quels outils peut-être les consulats doivent aussi c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit développer au niveau du ministère des Affaires étrangères comme outil pour ne pas se retrouver avec des enfants quand même qui, on a remarqué qu'entre la fin de l'année et la rentrée scolaire, les enfants maigrissaient et c'est pour ça qu'on a organisé des camps d'été à Madagascar. Faut quand même l'avoir en tête. C'est une situation assez dramatique. Donc voilà, oui pour le soutien aux OLES, oui pour continuer de soutenir fortement. Je pense que là-dessus, on entendra assez à l'Assemblée nationale pour défendre le budget, pas seulement des OLES, mais de l'action sociale en général, parce que c'est toute l'action sociale qui souffre aujourd'hui, c'est toute l'action sociale où on se retrouve avec des baisses de taux quand même injustifiées, mettant les compatriotes français dans des situations de précarité qui sont quand même incroyables. On se retrouve notamment, il y a une réflexion sur les taux de base aussi à avoir. Est-ce qu'une allocation de solidarité vieillesse à l'étranger doit permettre, oui ou non, de prendre en charge la personne, par exemple, sur la catégorie aidée de la CFE? Je pense que oui, le coût de la catégorie aidée devrait être intégré au moins dans l'allocation de solidarité. Il se trouve qu'il y a des pays, l'allocation de solidarité est tellement faible qu'on ne peut pas accéder à la catégorie aidée alors même qu'on touche l'allocation de solidarité. Donc là, nous avons deux instruments de l'État et qui pourtant sont incompatibles entre eux. Donc mettre un petit peu de compatibilité dans ces instruments. Et ça aidera d'ailleurs après à développer peut-être des maisons de retraite dignes de ce nom pour nos Français à l'étranger en prenant comme référence les OLES. Donc voilà, et j'espère Amélia, oui, on va se retrouver de façon très bientôt. Je suis pas très loin là, je suis de l'autre côté de la rue, mais on va Oui. se retrouver dans l'hémicycle pour pouvoir défendre ces quelques pistes que j'essaye de donner. Et vraiment, une chose importante, je reviens là-dessus, vraiment sur le calcul d'un nouveau taux de base, oui, mais la référence au RSA, je n'en vois pas la pertinence. Je pense qu'on est plus sur une référence à l'ASPA ou à l'allocation adulte handicapé. Oui, ça fait une différence. On ne part pas de 600 euros, on part de 1000 euros. Et on ne peut pas dire simplement pour des raisons budgétaires, la référence, on va prendre la mauvaise référence. On n'a même pas encore fait le calcul budgétaire, mais on va prendre la mauvaise référence juste pour des raisons budgétaires. Donc dès le départ, on biaise le débat sur les taux de base. Après, qu'on fasse le On a calcul. dépassé beaucoup l'heure, tu sais, il y a Catherine qui attend. Oui, oui. On Donc a voilà. dépassé 20 Et ça, il me minutes. semble que c'est une question assez Oui, importante, vu qu'on absolument. tout début La d'un question, C'est bien Voilà. pris. Merci. Merci beaucoup, Karim. Catherine, tu es la dernière et on a dépassé de 20 minutes l'heure prévue. Donc, je sais compter sur toi pour être concise. son efficacité légendaire. Catherine? Est-ce que Catherine est là? Alors, allez. Tu nous entends? Ah non. Catherine? Bon, Ah, bon, elle n'est plus là? Je suis là, Ah, je suis là, je suis là, mais Ah, je ne trouvais pas le micro, vraiment. Super. Ouais, c'est bon. Ok, bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être courte, moi. J'ai deux questions. La première, quand on a parlé tout à l'heure des subventions comme une OLES pour les maisons de retraite, toi, tu en as visité une, Amélia, au Caire. Alors, est-ce qu'il y a un quota de Français à prévoir pour pouvoir demander la subvention? Parce que ce sont deux maisons. Moi, j'ai des Français dans deux maisons de retraite, une privée et une tenue par les religieuses. Alors, est-ce qu'il y a un quota de Français dans ces maisons de retraite? Ça fait Hein? c'est justement l'objet de cette visio et de ces assises. Donc, c'est à nous D'accord. de dire est-ce qu'on met un quota. Enfin, tu vois, c'est à nous de répondre à cette question d'abord entre Ok. nous pour les D'accord. assises et après au gouvernement. Super. Bon, et puis voilà, après le process pour la demander si c'est possible, mais bon, on en parlera plus tard. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est que moi, ça fait, alors Madame la Consul tout à l'heure parlait de la bienveillance des Français et surtout de la main qu'ils mettent dans leur poche pour aider les autres. Moi, ça fait 2 fois en 1 an qu'on a des profs des lycées homologués par la France qui n'ont pas d'assurance ou qui ont des assurances qui ne sont pas convenables puisqu'il n'y a pas de rapatriement. Et donc, c'est les Français qui aident. Alors, ce sont des cas extrêmement graves
La première est décédée, mais l'hôpital coûte très cher et on a eu une ardoise qu'on a payée. C'est la générosité des Français qui a payé cette ardoise. Premier, 6 mois plus tard, on a un deuxième cas d'une jeune femme de 25 ans qui est probablement en fin de vie, malheureusement, mais qui a fait un AVC qui est très grave et qui est dans le coma depuis plusieurs semaines. Et chaque jour, c'est une note salée qu'on doit payer. Et c'est encore la main des Français qui va payer cette note. Et encore hier, j'ai récupéré 2 enveloppes à Care Accueil, mais c'est insupportable. Alors moi, je voudrais d'abord 2 choses. Est-ce que c'est possible qu'un jour, on arrive à ce qu'on oblige les lycées homologués par la France à obliger les Français qui viennent travailler chez eux à avoir des assurances correctes et surtout de rapatriement? Parce que rapatrier, rapatrier, ce n'est pas toujours évident quand il faut une assistance médicale. Deuxième chose, là, on voudrait rapatrier cette jeune femme parce qu'elle est dans un coma irréversible. Elle va mourir, mais en Égypte, on n'aide pas, il n'y a pas d'assistance, il n'y a évidemment même pas de sédation, il n'y a rien de tout ça. Donc, ça peut durer encore des semaines, des mois peut-être, on ne sait même pas. Et en attendant, ça coûte extrêmement cher. On voudrait savoir si on essaierait de la rapatrier et le vol Air France est compliqué. Savoir si on nous dit on la rapatrie comme elle est française sur un vol Air France. Sur le vol égyptaire, c'est moins cher et moins compliqué. Alors tout ça, c'est vrai que c'est des questions d'argent, mais c'est des questions aussi. C'est vrai qu'il y a des gens il y a des gens derrière, mais seulement voilà, on est en fin d'étape. Et moi, ce que je voudrais, c'est que d'abord on nous réponde à nos questions, qu'il y a un moment où les Français vont plus payer parce que ça coûte très cher et que nous, on ne pourra plus payer. Et du coup, les hôpitaux… Est-ce qu'elle est transportable? C'est ça le sujet. Alors elle est a priori dans un coma irréversible. Donc, elle est transportable, mais avec une assistance médicale. Voilà. Ça, Ok. c'est une chose. Et deuxième chose aussi, tout à l'heure, on a parlé de demander aux sociétés de payer, de rembourser des billets d'avion. Moi, je suis en ce moment, Amélia le sait bien, en recherche de sponsors pour l'association qu'on a créée. Et moi, alors ça m'embête que les sociétés françaises me répondent ça, parce que franchement, je trouve ça pas bien. Ils ont greffé une énorme partie de leur budget associatif et aide pour les Français au paiement de la soirée du 14 juillet à l'ambassade. Je trouve que ça, c'est des réponses qui ne sont pas acceptables quand on a affaire à des gens qui sont dans le besoin, comme tous les cas dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. C'est l'ambassadeur qu'il faut dire ça, hein, pas la société. C'est l'ambassadeur qui réclame. Non, mais l'ambassadeur ou pas l'ambassadeur, en tous les cas, c'est comme ça. Moi, je vais pas me mettre en porte-à-faux avec l'ambassadeur, mais en attendant, moi, ce serait bien que les sociétés françaises ne soient pas autant. Enfin, je veux dire, on leur demande de payer un 14 juillet et du coup, ils peuvent plus aider les Français qui sont dans le besoin. Donc voilà, il y a les billets d'avion. Moi, on me dit, mais non, mais notre budget est greffé par le 14 juillet. Donc voilà, ce serait bien que c'est pas moi qui vais donner des ordres à l'ambassadeur, ni qui vais me mettre en conflit avec lui. C'est pas à mon niveau en tous les cas. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, bien pris. Et je t'appelle pour cette dame, d'accord? Ouais, ok. Merci à tous. Vous dire qu'il va y avoir un compte-rendu et la vidéo sera donc sur les réseaux. Nous vous enverrons à tous le lien. Merci beaucoup. Si nous n'avons pas eu le temps de répondre à certaines questions, envoyez-les-moi et on avance ensemble et on a encore un mois d'assises. Ouais, Le mot de la fin, Claire non, Alexandre. merci. Ça prouve que j'aime bien parler de ça, d'équipe de France sociale entre le consulat, les élus et les OLES. Donc, c'est quand même, on entend du positif. Donc, merci à tous. Et beaucoup d'idées. Merci beaucoup. Merci.